répète dans la même journée. Dans la même journée. Et Ça, je pense que c'est un fiasco, que si ça continue avec cette même cadence, je crois qu'à la fin du mois, il y aura une chute spectaculaire du côté de l'islam politique. Et il y aura aussi une chute en ce qui concerne le président lui-même. À noter aussi qu'il y a des grévistes à Mahalla qui continuent à faire des grèves. Donc, en fait, on a un semblant, on va dire, de stabilité. Mais finalement, la stabilité n'est pas revenue. Ces grévistes aussi qui ont mal reçu il y a un envoyé qui a été, je pense, qui a été envoyé, un émissaire plutôt, qui a été envoyé ou du président ou de la confrérie, qui était très mal reçu. Oui. Donc aussi c'est un signe à ne pas prendre à la légère. Et c'est quand même, ce sont des milliers d'ouvriers et les affaires sont tellement complexes que je ne pense pas que ça va se résoudre facilement. Vous avez aussi les journalistes, une autre paire de manches aussi à gérer. Donc les dossiers s'accumulent. Les solutions, je ne les vois pas tellement claires ces jours-ci. Je pense qu'à la fin du mois, le président aura beaucoup de problèmes, ainsi que la confrérie d'ailleurs. Alors c'est vrai qu'il faut juste noter que peut-être si on a ce semblant de stabilité, c'est qu'on est pris dans le ramadan, donc les gens suivent moins l'actualité. Puisqu'on suit beaucoup plus les séries, puisque cette année, juste à noter entre parenthèses, plus de 70 nouvelles séries et feuilletons sont présents. Donc c'est pour ça que les gens en ont marre aussi du quotidien. Depuis la révolution du 25 janvier, on est quand même usé psychologiquement et physiquement. Donc peut-être que... Surtout que ça n'avance pas tellement. Ça n'avance pas. Oui, surtout que ça n'avance pas tellement. On va parler d'autre chose à présent. C'est cette disparition de Omar Suleiman. Évidemment, Omar Suleiman, c'est peut-être une des figures emblématiques du régime de Hosni Moubarak. C'est l'ancien chef des renseignements égyptiens, c'est le vice-président de Moubarak pendant la révolution du 25 janvier. Et alors, on a appris jeudi qu'il était décédé aux États-Unis. Hier, les funérailles ont eu lieu au Caire, des funérailles militaires. Beaucoup d'Égyptiens ont voulu rendre un dernier hommage à cet homme. On va tout de suite regarder ce commentaire qui est signé Dalia Karam et nous essaierons de connaître un petit peu mieux cet homme qui était surnommé le Sphinx, puisque c'est un homme qui avait un charisme impressionnant, qui ne parlait jamais. Ses déclarations à la presse étaient très très rares. Et depuis son arrivée au pouvoir, son arrivée sous le régime de Moubarak jusqu'à sa mort, on a peut-être eu juste une ou deux interviews de Omar Suleiman. Et pour la première fois, pour beaucoup d'Égyptiens, on a entendu sa voix le jour où il a fait cette annonce, celle du départ de Hosni Moubarak du pouvoir. Retour sur le parcours de cet homme en compagnie de Dalia Karam et on continue notre interview. Des milliers d'Égyptiens ont assisté samedi aux funérailles militaires de Omar Suleiman, ancien bras droit du président déchu Hosni Moubarak et ex-chef des services de renseignement, décédé jeudi aux États-Unis. Monsieur Suleiman est mort à l'âge de 76 ans dans un hôpital de Cleveland. Selon un diplomate égyptien à Washington, il est décédé d'une soudaine crise cardiaque pendant qu'il subissait des tests médicaux. Son corps a été rapatrié tout samedi au Caire à bord d'un avion privé. Les funérailles se sont déroulées dans l'après-midi dans la mosquée à Rojdan dans l'est du Caire. La foule s'est pressée pour toucher le cercueil enveloppé du drapeau militaire égyptien qui a ensuite été emmené par des soldats sur un attelage tiré par un cheval. Le nouveau président égyptien, l'islamiste Mohamed Morsi, avait envoyé un représentant à la cérémonie à laquelle ont également assisté le chef du Conseil suprême des forces armées, le maréchal Hossein Tantawi, et le chef des services de renseignement, Mourad Mouafi. Pendant les funérailles, les partisans de M. Suleiman, ennemi farouche des islamistes, qui l'ont accusé d'avoir supervisé personnellement la torture des membres de leur mouvance, ont scandé des slogans hostiles à M. Morsi et aux frères musulmans. M. Suleiman était perçu par beaucoup en Égypte comme un membre du cercle proche de l'ex-président Hosni Moubarak, qui peu avant d'être chassé du pouvoir par une révolte en février 2011, l'avait nommé vice-président. Il avait quitté l'Égypte après avoir été écarté de la course à la présidentielle lors du premier scrutin de l'après-Moubarak qui s'est tenu en mai 2012. La commission électorale l'avait disqualifié car il n'avait, selon elle, pas réussi à obtenir les soutiens de 15 provinces comme le stipule la loi. Il est surtout connu pour avoir été à partir de 1991 le chef des Mukhabarat, le redoutable et tentaculaire bureau du renseignement intérieur.
Fort notamment de bonnes relations avec les Américains, cet homme incontournable avait accumulé les missions spéciales. Il avait été chargé de dossiers de politique étrangère, dont celui du conflit israélo-palestinien, qui gérait en première ligne. Voilà donc c'était ce commentaire qui est signé Dalia Karam, cet homme incontournable, comme je le disais, ce sphinx, Omar Suleiman s'est éteint, emportant avec lui peut-être plein de secrets finalement, puisque c'était l'homme des mukhabarat, des services de renseignement égyptiens. Tout a changé. Alors ça fait très longtemps que Omar Suleiman est au cœur de l'armée. Il vient d'une famille aisée de Hénin. Il est mort à l'âge de 76 ans exactement. Le changement dans la vie de Omar Suleiman s'est opéré pendant le voyage de Addis Abeba. Même avant. Même avant. La première fois qu'il a retenu l'intérêt du président, c'était la deuxième guerre du Golfe. C'est apparemment le seul qui aurait dit, qui aurait vu, qui a eu la vision que Saddam Hussein allait attaquer le Koweït. Parce que ce qui a été dit de par les rapports qui ont été présentés au président, que non, Saddam Hussein n'allait pas attaquer. Le seul qui aurait apparemment dit que non, il y aura la guerre, ça a été Omar Suleiman. Et de par cette instance, juste cette instance-là, cet acte-là, il a été donc poussé, ce qui a été dit à ce moment-là, à la tête des services secrets égyptiens. Donc c'est un homme qui avait une vision et qui avait autour de lui il avait choisi ceux qui pouvaient l'aider à monter au sein de cette instance qui est donc le service secret. Addis Ababa, vous avez raison, il avait donné aussi, son jugement était impeccable puisqu'il avait dit au président qu'il fallait prendre donc cette bagnole qui était faite exactement pour ce qui s'est passé, donc cet attentat qui a été fait à l'encontre du président, et si ce n'est qu'il y avait donc cette auto blindée qu'il avait demandé à être... Le président serait peut-être mort. Donc ce sont les quelques moments qu'on a retenus un peu de Omar Suleiman. Mais moi je retiens aussi votre attention sur le fait qu'il y a eu des rapports qui ont été écrits hier et avant-hier dans, je dirais, presque toute la presse mondiale. Exactement, c'est vrai que... Au Canada, tout le monde a écrit un petit quelque chose au sujet d'Omar Suleiman. Israël aussi d'ailleurs. Israël, les États-Unis, ils ont écrit quelque chose qui était quand même substantiel sur cet homme. Donc c'est vrai qu'on lui retient le fait qu'il a accepté d'appliquer ce qu'on appelle le rendition program, par lequel, paraît-il, qu'on envoyait les prisonniers de Guantanamo pour être torturés ici et pour avoir ce qu'il fallait comme attestation de leur part, qu'il a envoyé par la suite aux États-Unis. Est-ce qu'il était vraiment impliqué dans ça? Les islamistes disent oui. Et certains disent même qu'il était chargé personnellement de la torture de certains. Est-ce que c'est vrai ou non, je ne sais pas. Mais ça n'a pas vraiment ébranlé sa crédibilité en tant que visionnaire. Et aussi, n'oubliez pas que les services secrets égyptiens font du travail stratégique. C'est-à-dire, au moment de la Révolution, il y a eu des pénuries de matières premières. Parmi le travail des services, justement, des services secrets égyptiens, c'est de faire à ce qu'il y ait les besoins essentiels du peuple pour qu'une émeute ne tourne pas à la famine, par exemple. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'assurer, ils ont les compagnies aussi qu'il faut pour s'assurer à ce qu'il y ait une certaine stabilité au-dessous de laquelle on ne descendra jamais. C'est eux qui sont chargés de ça. C'est un peu aussi son travail qu'il a fait apparemment impeccablement. Alors c'est vrai que c'est un homme qui a été parfois critiqué, critiqué, aimé par certains, détesté par d'autres. On lui reprochait peut-être ses liens assez étroits avec les États-Unis, avec Israël, mais c'est un homme aussi qui a eu énormément de missions spéciales. C'est lui qui a négocié plusieurs dossiers dans le conflit israélo-palestinien, la libération du soldat Gilad Shalit. C'est vrai que c'est un homme qui n'apparaissait pas beaucoup à la télévision, on n'entendait pratiquement jamais ces déclarations, mais c'était l'homme qui était présent en permanence, qui était dans l'ombre de Moubarak. On a l'impression que peut-être
que lui aussi gérait un petit peu la situation en Égypte. Avec le recul, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à cet homme? Qu'est-ce qu'on pourrait lui garder? On ne peut pas lui reprocher Israël parce qu'il était chargé de mission. C'est une mission très délicate. Et je pense que c'est une mission qui lui a été confiée du président. Donc on ne peut pas lui reprocher qu'il avait des liens étroits, que ce soit avec Ehud Barak ou que ce soit avec le gouvernement, que ce soit le gouvernement de droite ou travailliste, etc. C'était son travail. C'est le jeu de la politique. Voilà. Avec les Palestiniens, on lui a reproché le fait qu'il n'a jamais initié le président à rencontrer Khalid Mash'al. Que le Fatah était reçu par le président, tandis que Hamas était reçu par... C'était l'ennemi de Hamas exactement. aussi. En même temps. Alors on lui reprochait toujours qu'il était là toujours pour monter le président contre Hamas et surtout contre la personne de Khalid Mash'al. Comme ça, le président, et c'est ce qui s'est passé, n'a jamais rencontré Khalid Mash'al et a laissé ce dossier donc au service secret. Mais qui a dit que Omar Slimani en est responsable? C'est peut-être la décision du président. C'était, je répète, un homme qui était chargé de missions très délicates. Et je pense qu'il a bien fait les choses. Il était aussi chargé de la sécurité du Sinaï. Donc il y avait plein de dossiers dont il était chargé.